Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver dans la joie, la bonne humeur et le soleil sur Paris. Nous sommes sur la terrasse de l'Institut du monde arabe. Vous découvrez derrière moi évidemment Notre-Dame, tous les grands musées, la Seine et déjà des dizaines de personnes qui sont en train de marauder tranquillement et de flirter sur les bords de cette Seine chantée par les poètes. Nous sommes ravis donc de vous proposer le sommaire de cette nouvelle émission que voici. Le Festival de Cannes bat son plein et parmi les films en compétition officielle, 6 sont francophones. Chacun va donner aujourd'hui son point de vue sur ses primés potentiels. Jack Kerouac, pape américain de la Beat Generation, avait des parents québécois et jusqu'à ses 6 ans, il ne parlait que le français. Près de 50 ans après sa mort, la maison d'édition du Boréal publie des inédits francophones sous le titre La vie est dommage. On en parle aujourd'hui. Benjamin Biolay a sorti un nouvel album, Palermo Hollywood, et comme à chaque nouvelle sortie de Biolay, la question est posée, est-il un digne héritier de Gainsbourg ? Et comme chaque semaine, notre tour du monde de la francophonie qui bouge et crée, c'est avec le Zap Culture. 300 millions de critiques, c'est parti. Et je vous présente après ce sommaire ceux qui vont nous accompagner, vous accompagner pendant toute la durée de 300 millions de critiques. Estelle Martin de TV5 Monde qu'il est inutile de présenter, jaune comme un canari. Michel Serruti de la radio-télévision suisse qui a les mêmes chaussures que moi. Je parle de la couleur des chaussures par la même marque. Mathieu Dugal, bonjour mon cher Michel de Radio-Canada. Et bien évidemment Pascal Bourgault, représentante de la Belgique pour la Wallonie. Bruxelles, ma chère Pascal, vous êtes radieuse comme d'habitude. Vous avez moins de bijoux que d'habitude quand même, mais enfin ça fonctionne très bien tout ça. La 69e édition du Festival de Cannes s'est ouverte il y a quelques jours, c'est notre premier sujet. Parmi les films en compétition officielle, 6 sont francophones. Vous savez que c'est une tradition de bagarre générale pour savoir qui n'a pas été sélectionné. Vous nous donnerez vos points de vue sur cette sélection francophone 2016, juste après la bande-annonce du film qui s'appelle Maloute de Bruno Dumont, qui est en lice éventuellement, je dis bien éventuellement, pour une récompense. Quel bonheur à chaque fois de retourner sur cette côte. Oui, regardez là-bas, ces cueilleurs de moules. Qu'est-ce que ça pue cette carriole? Oh, comme c'est pittoresque. La glycine, elle a pris 2 mètres. Tout pousse, André, tout pousse. Et mon petit frère, comment va-t-il? Jamais je ne m'habituerai à la beauté de ce paysage, jamais. Pourtant, vous venez tous les ans. Et toi, tu t'appelles comment? Maloute. Qu'est-ce à dire, Maloute? Je sais pas, madame. C'est comme ça que je m'appelle. C'est ici que cette personne aurait disparu, chef. Ça commence à sentir le roussi, là, hein? Bon, les personnes ont disparu dans la baie. C'est terrifiant, André. Rien à craindre, enfin. Allons, la police est à pied d'œuvre maintenant. T'as trouvé quelque chose? Quoi? Je comprends pas, qu'est-ce que t'as dit? Un tour de l'eau! C'est une affaire très mystérieuse. Sans cadavre. Tu n'as pas peur de disparaître? Tu nous protégerais, n'est-ce pas, Maloute? Ou les cœurs, ou les cœurs. Je comprends rien, là. Des gens bizarres, Un doigt de whisky et hop là. une nymphomane, une nudiste et des disparus. Dans toute cette histoire, il y a une providence. Ceux qui sont sauvés et les autres. Maloute? Et comme le disait papa, nous sommes des bons petits gamins. Oui, à ce titre, arrive ce qui arrive. Le premier point de vue sera celui d'Estelle Martin. Ma chère Estelle, que pensez-vous de cette sélection? C'est une sélection où on retrouve beaucoup de réalisateurs qui connaissent bien Cannes. Alors, on ne va pas faire reproche une énième fois, mais c'est vrai qu'il y a quand même des habitués comme les frères Dardenne, comme Ken Loach, il y a Christian Mungiu qui est de retour aussi. Là, je parle pour les téléspectateurs roumains, parce que c'est vrai qu'ils aiment beaucoup TV5 Monde. Et donc là, il revient. Il a eu la Palme d'Or en 2007. Donc là, il revient avec, encore une fois, un drame. On le connaît pour ça. Il y a peu de femmes. Voilà, d'habitude. Là, il y a Nicole Garcia qui vient. Voilà, c'est pas la seule, mais elle représentera la France avec Marion Cotillard et Mal Despierres. Donc c'est vrai que le Festival de Cannes, on aimerait de temps en temps que ça soit un petit peu plus novateur. Alors j'enfonce des portes ouvertes, mais voilà, moi c'est mon impression. Il y a peu d'Afrique. Souvent, alors, on met un film africain en avant. Là, il y a un documentaire sur Hissène Habré qui a été fait par Haroun, donc ce réalisateur tchadien qui a souvent été mis en avant à Cannes. Donc c'est vrai que
on pourrait se dire que... Mais allez-y, lâchez-vous, non, vous mais êtes que les timide. organisateurs, je sais pas, ce qui m'étonne toujours, c'est qu'on trouve toujours les mêmes réalisateurs à Cannes, au Festival de Cannes, alors que j'imagine que l'industrie cinématographique a pléthore de talents. Alors Il y pourquoi a déjà Ça, des il gens qui faudrait ont poser la crié, question. hein. Yvan Attal a considéré que son film sur l'antisémitisme, mais qui est une comédie, n'avait pas été sélectionné. Il le regrette. Oui, mais- Vous avez, par exemple, la ravissante et extrêmement compétente, vous vous souvenez de Suzanne Cattel, qui les verrait, qui est née à Abidjan et donc qui a adapté ce roman qui a eu un très grand succès qui s'appelle Réparer les vivants, donc de Malice de Carangal, qui n'est pas dans la sélection donc, officielle. Donc c'est un peu pareil pour tous les pays. Il y a problème. J'ai l'impression qu'il faut avoir sa carte, en fait. Voilà. Sa carte du festival pour pouvoir être sélectionné en compétition officielle Vous ou pour un certain regard. Ce qui est un peu dommage. Est-ce que vous avez ce sentiment, mon cher Ben, Mathieu? c'est sûr que... Mais j'apprends le québécois. Merci, Il est Guillaume. remonté comme un Merci, coucou merci, suisse. Guillaume. Vous savez comment j'ai appris comment on disait gonfler les pneus d'une voiture en québécois? Enfler et tire de son char, c'est vrai ça? Non, non, c'est pas du tout... C'est vrai qu'il y a des femmes. Non, 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 non. Vous êtes en retard sur vos, Ah, bah, je suis expressions. tous. Oui, je suis souvent. Mais je vous avez dit que vous étiez têteux, hein, il y a, Ouais, c'est vrai. 3 semaines. Ben, écoutez, ça rentrait, en tout cas, dans le cadre. Cela dit, Guillaume, c'est sûr que de notre point de vue, de voir que Xavier Dolan, retourne à Cannes, c'est sûr que... Il n'y a pas qu'un seul cinéaste québécois. Il y a des habitués, je suis d'accord avec vous, mais évidemment, il y a des gens qui sont aussi multitalentueux. C'est son cas. C'est normal que Dolan aille à Cannes, c'est normal. Oui. Qu'il y ait un hommage à Robert De Niro à Cannes, c'est normal. Oui, absolument. Tout ça fait partie du star system et c'est normal. Mais j'aurais tendance à être d'accord avec Estelle sur ce point-là, c'est-à-dire que c'est sûr qu'il y a des têtes qui reviennent très souvent. Cela dit, c'est sûr que Xavier Dolan, son parcours en soi force le respect. Il revient donc avec Juste la fin du monde, un film qui est vraiment tranche beaucoup avec sa dernière présence en Momie, qui était un film où on utilisait beaucoup le joual, qu'on était dans un environnement, d'une femme qui était en déroute avec un fils qui un peu dingo. Ouais, c'est un bel euphémisme. Et donc là, il revient avec un casting tout français, tourné à Laval, une pièce d'ailleurs qui a marqué la dramaturgie en France. Jean-Luc Lagarce, avec cet homme qui revient dans sa famille pour leur annoncer qu'il est atteint du sida et qu'il va mourir. Cela dit, quand on regarde l'histoire, là, je me suis porté sur l'histoire des Québécois qui sont passés au Festival de Cannes depuis le premier film québécois en 1963. C'était le film Pour la suite du monde de Pierre Perrault, qui est un magnifique documentaire qui se déroule dans un Québec qui a complètement disparu aujourd'hui. Et les présences québécoises au Festival de Cannes depuis 50 ans, ça a été très diversifié. On a retrouvé autant des films, par exemple, des drames policiers. On pense aux Ordres de Michel Brault, 1973, pour lequel il avait gagné le prix de la mise en scène. Il y a aussi, par exemple, Jésus de Montréal, qui est ce drame de Denis Arcand, qui a vraiment marqué. D'ailleurs, Denis Arcand, qui est un des plus primés des Québécois, avec Xavier Dolan, donc 6 pour Xavier. Gilles Carle est venu aussi. Gilles Carle est venu, oui. C'était... Sébastien Pilote également. Donc, c'était La vraie nature de Bernadette. Donc, il n'y a pas vraiment d'injustice du point de vue du Québec. Bien, c'est très diversifié, Voilà. en tout cas. Et encore cette année, on a parlé beaucoup de Xavier Dolan, mais il y a aussi Kim Nguyen qui revient donc dans la quinzaine des réalisateurs. Kim qui a fait un film extraordinaire. Si vous n'avez pas encore vu Rebelle, il faut que vous voyez ça avec Rachel Mwanza sur ses enfants soldats en Afrique. Et donc, il revient avec un film qui s'appelle Two Lovers and a Bear. À ne pas confondre avec Two Lovers and a Beer. C'est un film qui se déroule... en fait, c'est un autre... C'est un autre sujet de film. C'est un autre sujet de film. C'est un autre genre. C'est un autre sujet de film. Et donc, il a tourné dans la jungle avec Rebelle. Et là, c'est un film qui se déroule dans le Nord. Et vraiment, c'est un environnement complètement différent. Donc, on n'a pas... Là où il y a des ours, quoi, dans le Nord. Il y a des ours, il y a beaucoup d'ours, il y a beaucoup de Donc, il n'y a neige. pas d'injustice, il n'y a pas de polémique du côté du Québec sur la manière. C'est-à-dire qu'il y aurait, à mon avis, il y N'oubliez aurait pas les beaucoup autres. plus de réalisateurs
qui pourrait se présenter là-bas. Mais bon, c'est sûr que Xavier a ses entrées et c'est quand même une présence qui est extrêmement justifiée. Cela dit. Voilà, les frères Dardenne. Toujours les frères Dardenne. C'est le printemps, donc. Hein. Il y a une sorte d'effervescence sur le plateau. Ne soyez pas étonnés. C'est le printemps. Paris est en fleurs. Les chroniqueurs aussi. Pascal Bourgo. Donc nous, on n'innove pas, les Belges, c'est les frères Dardenne qui reviennent. Hein. Donc ils n'innovent pas à la fois parce qu'ils viennent souvent, hein, Cannes, ils sont des habitués Ils de la gagnent croisière. énormément. Voilà. Deux palmes, hein, en 99, comme on dit chez nous, pour Rosetta et en 2005 pour l'enfant. Ils sont très peu nombreux à en avoir eu deux. Hein. Oui, quelques-uns quand même. Il y a eu Francis Coppola, Ford, je crois, Coppola, exactement. qui en a eu deux. Kusturica. Kusturica en a eu deux. Et deux autres, voilà. Mais donc, ils ne sont pas très nombreux, mais en tout cas, trois, puisque eux, ils espèrent avoir une troisième palme. Ça, ce serait unique. Alors, 2 palmes d'or, les 2 palmes d'Ardenne, c'est les 2 seules palmes que la Belgique a jamais eues à Cannes. Donc, voilà, c'est peu au regard de la France, qui en a eu 13. Les États-Unis en ont eu 22. Voilà, c'est équivalent. Mais est-ce que c'est aux une Turcs. solitude à deux, finalement, le cinéma belge? Non, Est-ce alors, qu'il y a d'abord les frères Dardenne et puis le reste? Non, il y en a d'autres. Hein. Par exemple, à la quinzaine des réalisateurs, il y a Joachim Lafosse, avec son Très bon nouveau film. réalisateur, Voilà. ouais. L'économie du couple, dont on a déjà parlé ici pour son précédent, Les Chevaliers Blancs. Alors, il y a d'autres Belges qui concourent, hein. pas en tant que réalisateur, mais à la semaine de la critique, par exemple, il y a un film signé Justine Triet, Victoria, où joue Virginie Efira, donc une actrice que vous avez découvert dans un film qui est sorti il n'y a pas très longtemps, Famille à louer. Et puis alors, il y a un petit court-métrage dans la sélection Ciné-Fondation des courts-métrages des écoles de cinéma, un petit jeune, Alexandre Gilmet, dont on parlera encore. Voilà. Et puis alors, il y a beaucoup de Belges dans la coproduction aussi. Et puis alors, il y a un film en compétition officielle, qui est un film français, La Danseuse, avec le très aimé François Damien, qui est un des rôles principaux. Voilà. Donc, Il y a même pas une grande partie des acteurs belges, donc vous Voilà. parliez des Fira, mais Damiens et beaucoup d'autres, Poulvord. Donc ils sont présentés à différents titres, c'est-à-dire à la fois comme réalisateurs, les acteurs, les coproducteurs. Mais pas de polémique en Belgique, en fait. Non, pas trop. Non. Suisse. Alors, Sauvons les rideaux. Alors, je dois vous avouer que j'ai été passablement embêté pour préparer cette question parce que vous imaginez bien, je n'ai pas l'habitude de mentir, l'extraordinaire offre pléthorique du cinéma suisse qui est présent à Cannes cette année. Il y a un nombre de longs métrages en compétition, de réalisateurs, d'acteurs invités. Donc je me suis dit, comment est-ce que je vais réussir à parler de tout ça dans les quelques minutes qui me sont imparties? Il va falloir faire des choix drastiques. Ça va être très, très compliqué. Pourquoi vous riez? Ça va être très, très compliqué. Donc finalement, je me suis dit que j'allais tirer au sort. C'était le seul moyen que j'allais pouvoir véritablement trouver pour réussir à vous parler de cela. Donc j'ai tiré deux cas comme ça. Un petit Mais le suspense est terrible. Arrêtez ça, Michel. Ouais, mais vous imaginez pas tout ce que j'ai dû laisser de côté, surtout. C'est ça qui était terrible. La Suisse, une palme d'or quand même. Hein. Oui, c'était en 81, c'est un film de Tanner. Oui. Mais je me rappelle plus lequel, par contre. Non, c'est plus vieux. Ah, 46. On verra Non, ça plus 80. tard. Ah. Presque. Oh, alors, c'était Donc, peut-être pas quels une sont panne. les deux personnages Alors, un petit salut d'abord à Marthe Keller, qui est présidente d'un des jurys, je crois que c'est la quinzaine... Non, un certain regard. Ouais. Marthe Keller qui joue aussi dans le film de Joachim Lafosse, Économie d'un couple, qui est là. Deuxième point. Et puis le deuxième point, bah, écoutez, c'est un film, alors il y en a qu'un qui est présent à Cannes cette année, dans la quinzaine des réalisateurs. C'est un film que l'on doit, c'est assez étonnant d'ailleurs, c'est un film que l'on doit à un jeune réalisateur qui s'appelle Claude Barras, qui est présenté comme un long métrage alors que c'est un film d'animation. Donc le scénario est de Céline Sciamma et le film lui est tiré d'un bouquin de Gilles Paris, Autobiographie d'une courgette, et le film s'intitule Ma vie d'une courgette. Alors, semble-t-il, c'est prometteur, c'est un film d'animation, étonnamment, qui est présenté comme un long métrage. Mais évidemment, le cinéma suisse, on en parle ici régulièrement sur ce plateau, que ce soit en série, que ce soit en cinéma, il n'y a plus grand-chose, honnêtement, qui se fait aujourd'hui. La génération Tanner a disparu. Ouais, bon, il y a Ursula Meyer qui a été à Cannes aussi, qui a été présente par le passé, mais il y a un film comme ça de temps en temps qui sort cette année, c'est celui-là, mais évidemment, il n'y a pas la pléthore et la quantité de films qu'on peut retrouver dans les autres pays, voilà, que ce soit français, ou que ce soit belge, ou que ce soit canadien, ou du côté suisse. Mais par contre, les critiques qui ont pu voir le film, il n'est pas encore sorti, les critiques qui ont pu voir le film de Claude Barras s'annoncent effectivement prometteurs pour beaucoup de monde. Donc ce sera à suivre, ça peut peut-être créer une petite surprise. Il concourt également pour la Caméra d'Or parce que c'est son premier long métrage que ce garçon réalise. Vous étiez en train de bouillir, Ouais. cher ami. En fait, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier aussi dans ces festivals-là. J'ai déjà couvert le TIFF à Toronto, qui est le gros festival de films en Amérique du Nord, hein, qui essaie de devenir peut-être aussi gros que Cannes. Et quand on va dans des événements comme ça, évidemment, on est attiré sur les tapis rouges, on est attiré par les grandes vedettes, mais il y a une grande programmation à l'extérieur de ça. Une programmation, justement, qui n'est pas, où on retrouve moins de vedettes et qui est un peu mise dans l'ombre par le fait qu'on est un peu obnubilé par ces vedettes-là. Et c'est très, très juste parce que, bon, souvent, ce sont de grands comédiens, grands réalisateurs, mais il y a beaucoup plus que ça. Quand on regarde, par exemple, du côté des
des courts-métrages. Il y a énormément de choses extrêmement intéressantes qui se font du côté des courts-métrages dans ces festivals-là. Et encore cette année, il y a une sélection qui est très intéressante. Il ne faut pas oublier, par exemple, que des réalisateurs comme Denis Villeneuve, qui aujourd'hui est en train de littéralement d'exploser à Hollywood, il avait présenté un Next Floor en 2008 et on en a des réalisateurs de cette trempe-là qui sont actuellement, qui présentent des films dans la section des courts-métrages, dans l'animation. Et ça, on en parle moins et ça, c'est un peu dommage. Mais là, Mathieu, pour la Suisse, en l'occurrence, c'est ni pour le court-métrage, ni pour l'animation, ni pour... voilà, mais pour bien des pays, c'est qu'il y a toutes sortes de réalisateurs qui sont à l'extérieur de ces grands circuits. Donc, un désert suisse, un duo belge, une promesse et une superstar naissante avec Dolan. Et évidemment, en France, donc une sélection qui, en général, obtient quelques prix, mais depuis un certain temps, de moins en moins, la Palme d'Or. La Palme d'Or avec Dipan, avec Audiard, Voilà, c'est vrai que... Mais en qui même n'a temps, pas très bien marché. Ce qui est savoureux avec le Festival de Cannes, c'est quand même, pour moi, c'est le festival le plus glamour de tous les festivals de cinéma, avec les marches, avec toutes ces vedettes. Là, il y aura Julia Roberts, il y a Julia Roberts qui est venue, Woody Allen. Mais à côté, il y a en compétition officielle, on avait Alain Guiraudy qui vient avec un film qui s'appelle quand même Rester vertical. C'est une première pour ce réalisateur qui s'est fait connaître avec L'Inconnu du lac. On en a beaucoup parlé, un succès critique, un succès public. Donc là, il est en compétition officielle. Et là, c'est un road movie rural entre la Lozère et Brest. Et c'est ça qui est génial avec le Festival de Cannes, c'est que d'un coup, il va y avoir des acteurs, il y a des acteurs inconnus qui montent les marches. C'est un road movie rural dans un endroit qui est totalement hyper sophistiqué, hyper glamour. Et c'est tout le sel du Festival de Cannes. Et après, moi, je pense qu'il y a beaucoup de sélections. Vous en parliez, la semaine de la critique, la quinzaine des réalisateurs, maintenant le Festival de l'Acide. Et tous ces cinéastes, ces réalisateurs... C'est le grand rendez-vous du cinéma. Il faut parler d'eux quand même. Le plus ancien, c'est la Mostra à Venise, qui a été créée donc au milieu des années 30 et qui se déroule donc dans ce magnifique hôtel qui est l'Excelsior sur le Lido. Pour clore ce débat, pardonnez-moi de vous interrompre, mais nous avons d'autres sujets. La page Twitter des écrans de Paris nous informe que pour prolonger l'effet croisette, une rétrospective Un certain regard aura lieu du 25 au 31 mai au Reflet Médicis à Paris. Et puis si vous suivez évidemment l'émission, le compte Twitter, donc vous laissez des messages sur le hashtag 300 millions de critiques et retrouvez les infos sur le site internet de l'émission qui sont affichés donc au bas de l'écran. Merci Pascal. Nous serons rejoints dans un instant, merci. Par ce cher camarade qui est Emmanuel Kérad, qui vient de France Inter, enfin qui ne vient pas aujourd'hui de France Inter, puisqu'il est évidemment dans le studio. Nous allons le retrouver. Pourquoi ? Parce que nous allons parler de littérature. Vous savez que Jack Kerouac, l'auteur de On the Road, l'un des grands écrivains américains les plus marquants du XXe siècle, né dans le Massachusetts, donc avait des parents québécois. Et jusqu'à ses 6 ans, il ne parlait que le joual, qu'on vient d'évoquer donc avec Mathieu, un dialecte qui est franco-canadien. Il a toute sa vie gardé son attachement à sa langue maternelle, ce cher Jack. Et près de 50 ans après sa mort, une maison d'édition qui s'appelle Boréal publie ou republie donc des inédits francophones de l'écrivain sous le titre « La vie est dommage ». On en parle juste après ce sujet, donc qui est un sujet de TV5 Monde, sur Jack Kerouac. Vous êtes allé à l'école française Oui, Saint-Louis-de-France. Je ne parlais pas l'anglais avant j'avais 6 ans. Vous n'avez pas appris l'anglais avant l'âge de 6 ans? Oui. Ça veut dire que dans votre famille, on ne parlait pas anglais? On parlait français dans la cabane, dans la maison. Puis c'était un quartier, tous les Français. La rue Beaulieu, puis la rue Boisvert, puis le club, tous les vieux Français qui jouaient au 4, qui jouaient au Pau. L'auteur de Sur la route est le fils de Canadiens francophones et il a écrit dans cette langue, sa langue maternelle donc. Aujourd'hui, ces textes en français viennent d'être publiés aux éditions canadiennes Le Boréal dans un seul et même ouvrage, La vie est dommage. Merci Jean-Christophe Cloutier d'être avec nous en direct de Philadelphie. C'est vous qui avez réuni ces textes. Alors on savait qu'il y avait des textes en français, mais pourquoi tant de temps avant qu'ils ne soient publiés? Est-ce que c'est dû au peu d'intérêt des éditeurs ou à un blocage des ayants droit? Non, c'est plusieurs facteurs, mais c'est surtout la difficulté de rassembler les textes, c'est-à-dire qu'il y en avait qui étaient éparpillés un peu partout dans les carnets, dans le fonds d'archives, et ça m'a pris plusieurs années aussi à transcrire ce français phonétique de la langue canadienne française de Kerouac, et aussi de rassembler, de reconstituer les textes au complet, surtout sur le chemin qui m'a pris plusieurs années à rassembler. Merci Jean-Christophe Cloutier d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que ces textes en français de Jack Kerouac sont publiés aux éditions canadiennes Le Boréal sous le titre « La vie est dommage ».
Le cas Kerouac qui a disparu en 1969, vous le savez probablement. Emmanuel, bonjour. Bonjour Guillaume. Emmanuel Kerouac de France Inter. Donc nous allons, et évidemment de TV5 Monde, nous allons parler de cette émission en tout cas. Nous allons parler de cas de Kerouac. D'abord, est-ce que le livre en soi est intéressant? Ah, c'est un grand débat, hein. Le livre est intéressant évidemment, mais il y a une particularité dont on va parler tous ensemble, je suppose, puisqu'il est question de la langue. La langue est très particulière chez Jack Kerouac, notamment quand il écrit en français évidemment, puisque vous savez, il fait partie de ces familles qui ont participé à l'Exode dans les années entre 1840 et 1930. Il y a 900 000 Français, Canadiens qui sont partis aux États-Unis, dans certains États, qui ont formé des communautés francophones, notamment dans le Massachusetts. Et donc, du coup, il y a une langue très particulière que l'on retrouve évidemment dans ces inédits. Mais dans les inédits, il y a quoi exactement? Alors, il y a des fictions, il y a deux parties. Une première partie avec des fictions, une deuxième partie avec des lettres, avec un commentaire notamment sur Louis-Ferdinand Céline, dont il appréciait l'œuvre. Alors là, on se retrouve avec des textes qui sont très élaborés, très critiques, une lettre à sa tante très émouvante. Là, la langue est tout à fait, entre guillemets, si je peux dire, normale. Et quand il se met dans la fiction... On n'est pas dans la syntaxe, dans le rythme qu'on a trouvé dans les grands textes de Kerouac? Alors, c'est pas ça, c'est que les textes de Kerouac ont été traduits, évidemment. Donc, évidemment que quand il écrit en anglais, d'ailleurs, il y a à un moment l'un des textes qui a été traduit en partie en français par l'auteur Jean-Christophe Cloutier, en tout cas celui qui présente ces textes inédits. Quand on traduit Kerouac, on a une langue française classique. Quand on a Kerouac qui parle français, qui écrit français, je dis bien parler français parce que c'est une langue de l'oralité. Il utilise sa langue maternelle. Et avec sa langue maternelle, il utilise en plus certaines subtilités. Il emprunte des mots créoles. Quand il parle de cheval, il dit choual. Choual, c'est un mot que l'on retrouve aussi dans la langue créole haïtienne. Donc il y a un mélange comme ça, il invente une langue. C'est ça qui est intéressant chez Kerouac. Ce qui est dommage, c'est qu'effectivement, pour les fans de Kerouac qui habitent en France et ailleurs, oui, c'est ça, ceux qui habitent en France, en Afrique ou ailleurs, eh bien évidemment, ça va être compliqué parce que ça peut être illisible. Illisible. Mathieu. Bien, en fait, ce qui est intéressant là-dedans, et oui, je suis d'accord avec vous, il y a une difficulté parce que c'est un francophone qui est déraciné. Il est aux États-Unis, il parle français jusqu'à 6 ans. Après ça, il parle exclusivement français jusqu'à 6 ans. Après ça, bon, ben là, il apprend l'anglais. Il a écrit une grande partie de sa vie en anglais. Mais on a donc dans ce texte-là, en fait, un peu une pierre angulaire de la littérature américaine, parce que On the Road, évidemment, est considéré comme un des grands romans de l'américanité, un grand roman américain. Et en fait, quelques semaines avant qu'il écrive finalement On the Road sur ce fameux rouleau, hein, cette espèce d'écriture spontanée qu'il a inventé, il y a le fameux texte La nuit et ma femme, qui est absolument magnifique. Et on dit que 1951, donc 6 ans avant l'écriture d'On the Road. Et donc, c'est ce texte-là qui l'aurait fait débloquer, en fait, pour écrire donc On the Road. Et donc, c'est très important parce que c'est vraiment... c'est par ce texte-là qu'il a réussi à créer ce grand roman-là. Oui, c'est difficile à lire, mais moi, je comparerais ça, par exemple, à quand on regarde Manon des Sources, le film tourné par Pagnol, on est dans presque un quasi-dialecte à une époque bien précise, mais c'est une langue... Vous êtes le premier qui me parle de Marcel Pagnol à propos de Jack Kerouac, mais vous avez raison. Non, mais c'est un paradoxe qui mériterait au moins un séminaire, un enfermement. Mais il y a ce lien-là. Quelques thésards. L'accent provençal, la façon de parler en Provence, qui est effectivement très particulière. À l'époque de Pagnol, qui s'est un peu adouci avec le temps. Mais ça ressemble un peu à ça. Et ce qui est intéressant, parce qu'on a beaucoup comparé l'écriture de Jack Kerouac au jazz, et il a beaucoup pratiqué, en fait, son écriture en anglais en écrivant en français. Et donc là, il y a cette espèce de chaînon manquant avec le texte « La nuit et ma femme ». Oui, ça peut être difficile à lire pour des gens qui n'ont pas, qui sont pas habitués à ça, mais il faut le lire à voix haute. Faites l'exercice de le lire à voix haute et on retrouve là-dedans quelque chose qui est fabuleux. Moi, j'avais l'impression de redécouvrir là, des rouleaux perdus de l'Ancien Testament. Remontré, donc. Mais il a fallu décrypter. D'ailleurs, Cloutier, qui a décrypté les manuscrits de Kerouac, dit que malgré les heures de travail qu'il a passées, il se retrouve parfois avec certaines phrases qui sont incompréhensibles pour lui-même. Oui. Alors moi, j'ai trouvé, je suis un peu d'accord avec Emmanuel Kerouac.
peut-être que je ne comprends pas le patois, mais pour moi, c'était du Joual avant le Joual. Ça m'a fait penser à Momie où tout était sous-titré, le film de Xavier Dolan, on vient d'en parler, parce que pour la française que je suis, c'est parfois compliqué. Et c'est vrai que c'est une écriture qui est phonétique. Donc, moi, parfois, j'étais vraiment perdue dans ce qu'écrivait Jacques Kerouac. Et en revanche, j'adore ce titre. La nuit est ma femme. La nuit est ma femme. La nuit est ma femme. Je trouve que c'est un titre absolument incroyable. C'est le récit qui m'a le plus embarqué. Ouais. Et là où je trouve ce livre réussi, c'est que on voit je trouve ça toujours fascinant de voir un écrivain à l'œuvre. C'est-à-dire qu'il y a les pages manuscrites de Kerouac qui sont montrées. Et donc là, on comprend un peu sa démarche. Et il parle aussi, il adorait Céline. Alors c'est vrai qu'on peut faire aussi le rapprochement avec un langage beaucoup plus familier, parlé. Et il y a 2 lettres, enfin il y a 2 pages sur Céline où il écrit. Et là, on sent que son français est parfait. Ouais. Alors je sais pas, l'auteur émet des doutes sur le fait que est-ce qu'il a écrit cette lettre cette page sur Céline aidée ou pas. Mais on voit que là, il maîtrise vraiment un français comme nous, comme les Français le parlent. Alors que là, dans ces romans, c'est vrai qu'on se laisse embarquer par cette logorée et on est un peu perdu. Alors vous me dites c'est jazzy, effectivement, puisque on sent qu'il y a de l'improvisation, ça part un peu dans tous les sens, mais au risque de perdre le fil de l'histoire, ce qui est un peu difficile. Et pour la francophone que je suis, ce qui est dur, c'est qu'il dit qu'il est avant tout francophone, mais qu'il faut écrire en anglais pour se faire entendre. Il a une phrase, alors je l'avais noté, mais il faut vivre en anglais. Il faut vivre en anglais, et ça, c'est vrai que c'est une affirmation, c'est important, mais quand on est francophone, c'est un peu compliqué. Il faut vivre en anglais. Mais je pense qu'il faut... Mathieu, quelques mots, et après Michel. Je pense qu'il faut enlever, en tout respect pour vous, mes amis parisiens, je pense qu'il faut enlever ces oreilles métropolitaines pour bien comprendre cette musicalité-là. Nous, au Québec, on est habitués à l'accent créole haïtien. Il y a beaucoup d'Haïtiens. On est habitués à l'accent parisien. On est habitués à l'accent marseillais. Et c'est des accents avec lesquels on n'est jamais disposé. Et je pense qu'il faut avoir l'audace d'entrer dans cette musicalité-là de quelqu'un qui, d'ailleurs, était obsédé par son identité et on sent justement cette espèce de volonté de vivre en français dans cette littérature-là, même si le rouleau compresseur de l'anglais est là. Est-ce que je peux vous en lire un extrait, juste pour peut-être donner une idée? Et n'oubliez pas, lisez un extrait, mais n'oubliez pas Michel Cerruti. On regarda les filles avec un désir qui est comme le désir des vieux hommes séniles dans leur 2e jeunesse, un désir mortifié plein de mort. Le petite flanque ronde, les flancs, le petite flanque ronde enveloppée dans des petits slacks minces, les pantalons. Voilà, on a peut-être besoin de traduction. Le joue débouillanté de beaux cheveux, le yeux qui regarda vivement comme un couteau, la bouche ravissante, la senteur de la nuit et le carnival, pas le carnaval, et le carnival, les étoiles pâles. Ça sembla qu'il y avait un gros couteau dans la noirceur qui m'arracha le cœur. Mais sur 200 pages. Hein, Michel Cerruti. Non, mais faut prévenir les spectateurs. Je m'excuse, Emmanuel et Mathieu. On va les laisser discuter. Vous êtes les frères Dardenne, mais stop. Non, mais c'est intéressant ce que vous dites, les uns et les autres. Moi, je suis évidemment, je peux être que de l'avis de Mathieu, mais peut-être il faut se replacer dans un autre contexte. Peut-être ma suissitude fait qu'on a l'habitude d'avoir plusieurs langues et de fonctionner avec plusieurs langues, donc on a cette ouverture déjà. Ensuite, c'est vrai, je pense qu'indépendamment de la capacité, on va dire, de se plonger dans une autre langue, il faut quand même savoir l'anglais. Et je pense que si on sait l'anglais et si on a une idée de ce que sont les États-Unis, par exemple slacks, carnival ou des choses comme ça qui sont des mots qui sont vraiment tirés de l'anglais, on arrive immédiatement à passer de l'un à l'autre. Si on n'a pas la connaissance de l'anglais au départ, c'est vrai que des fois c'est un tout petit peu compliqué. Mais à part ça, Mathieu a 1000 fois raison, c'est-à-dire qu'il faut lire le texte par oral, à voix haute, et puis il faut se laisser prendre par ça. Moi j'ai adoré ça. Voilà, quand on lit ce texte... La question centrale, en dehors de l'oralité, c'est de savoir si la publication d'Inédit ajoute quelque chose à l'œuvre de Kerouac. C'est d'abord et avant tout une question littéraire. Alors, je vais être tout à fait franc avec vous. Moi, j'ai lu de Kerouac on the Road, c'est tout. Donc, je serais bien en peine de pouvoir vous répondre de manière circonstanciée si, effectivement, un livre comme celui-ci est capable... pour moi, d'apporter une lumière supplémentaire. Je ne suis pas capable de vous le dire, donc je ne vais pas vous le dire. Moi, ce qui a réveillé chez moi, c'est ma suissitude, d'une certaine manière. Parce que c'est aussi il y a un lien véritablement identitaire qui, évidemment, passe par le langage pour Kerouac. Alors lui, c'est le français canadien avec l'anglais américain. Alors nous, on parle la même langue officiellement entre la Suisse et la France. Mais en même temps, ce n'est pas tout à fait la même langue. Et à travers cette différence de langue qu'il y a entre les uns et les autres, et notamment avec Paris en particulier, Paris qui n'est pas la France et la France qui n'est pas Paris non plus. Ne me regardez pas quand vous dites Paris, je ne suis pas parisien.
Non, mais vous y êtes. On y est tous. Non, enfin voilà. C'est un quart québécois, un quart suisse, un quart canadien, un quart français, je vous rappelle. Continuez, Michel, ne vous laissez pas impressionner. Bref, ce que je voulais dire, ça nous amène évidemment à nous questionner sur notre identité, et la langue est en rapport évidemment à l'identité, ça on l'a bien compris. Donc, la Suisse et la France par rapport à la langue, eh bon, on a aussi ce jeu avec cette difficulté qui a été le cas pendant de nombreuses années et des décennies même pour les auteurs suisses de se libérer, on va dire, d'un certain joug économique et culturel que pouvait avoir la France et Paris en particulier, parce que c'est là que sont les grands éditeurs. Et il a fallu des années pour y parvenir, des décennies même pour y parvenir. Et aujourd'hui, c'est le cas, parce qu'il y a eu une sorte, en Suisse, mais d'une manière générale, en France aussi, Guillaume, on a revalorisé, on va dire, les accents. Ça se voit par un exemple très très bête. Pendant des années, les correspondants de France Télévisions dans les différentes régions de France, il fallait qu'ils parlent le français parisien sans accent. Et puis tout d'un coup, au beau jour, on s'est dit, mais c'est ridicule d'avoir un type à Marseille qui parle comme un Parisien. Donc, et dans le sud-ouest, la même chose, ou dans le nord. Donc, on a remis au goût du jour, on va dire, une certaine territorialité. Ce qui n'est pas franchement le cas pour la littérature. Parce qu'il n'y a pas de grand texte aujourd'hui qui ait marqué la littérature de ces dernières années. Provençaux, basque, picard. Non, mais en revanche, pour la Suisse, par contre... C'est vrai pour... c'est vrai, je vais essayer... C'est vrai pour les Antilles, c'est vrai pour Chamoiseau et les autres, par exemple, toute une tradition. Et c'est vrai pour la Suisse, Guillaume. Depuis une dizaine ou une quinzaine d'années maintenant, les auteurs suisses francophones mettent en avant, on va dire, leur suissitude, leur régionalisme, parce qu'ils se sont bien rendus compte que c'était une manière de se différencier aussi de ce qui se faisait dans l'Hexagone. Et ça, manifestement, ça sert la littérature et ça renforce l'identité. Mais absolument. Et d'ailleurs, c'est tout le travail des auteurs québécois dans les années 60 qui ont popularisé le fameux joual, qui se sont appropriés. Michel Tremblay, les Belles-Sœurs, c'est ça. Et ce qui est intéressant... Ça va plus loin chez Kerouac. Oui, mais en fait, non, mais c'est le joual, mais 15 ans avant le joual. Parce que La Nuit, ma femme, c'est 1951. Et on dit que si, par exemple, ce texte-là avait été connu au Québec dans les années 50, ça aurait vraiment changé tout le reste, parce qu'on retrouvait un Américain qui faisait, dans le fond, la leçon aux Québécois qui, à l'époque, était à plat ventre devant l'accent parisien, la littérature et tout. Et cette appropriation-là dont vous parlez, Kerouac se permet de pouvoir la faire et c'est fondamental. Voilà, La vie est dommage, donc... Joli titre, qui est tiré d'ailleurs d'un roman de Kerouac qui s'appelle Vision de Cody. Sur les réseaux sociaux, on peut constater que Kerouac a toujours autant, évidemment, de lecteurs passionnés, notamment chez les adolescents. C'est un passage quasiment obligé comme mode qui va se coucher, donc, et nous dit-il, avec La vie est dommage. Et puis, vous nous suivez sur le compte Twitter de l'émission, donc avec le hashtag 300 millions de critiques. Vous retrouvez toutes les infos sur le site internet au bas de l'écran. Et dans un instant, nous allons parler d'un homme qui a beaucoup de talent. En saluant Emmanuel qui va nous quitter. À bientôt. Merci et à bientôt. Nous allons parler de Benjamin Biolay avec son dernier album que voici qui s'appelle donc Palermo Hollywood. C'est un album qui a été entièrement conçu, en tout cas en partie, en Argentine. Tout de suite le zap culturel avec évidemment ma voisine qui est Estelle Martin. Le tapis rouge déroulé, son affiche installée. Le 69e Festival de Cannes est maintenant paré de ses plus beaux atours. Ça y est, George Miller est arrivé sur la croisette. Le père de Mad Max est le président du jury du 69e Festival de Cannes. C'est ouvert! Bienvenue dans l'Underground Café. La porte est ouverte pour tous. À l'étage, il y a des animations pour les enfants. Atelier modelage. L'éternel printemps, cette statue de marbre d'Auguste Rodin, a battu tous les records hier à New York. Elle était vendue 20 millions de dollars, 18 millions d'euros, du jamais vu pour un sculpteur français. Pour que les Africains soient intéressés par cet art, par l'art contemporain dit africain, il faudrait déjà qu'un marché interne se crée. Il faudrait des acheteurs africains. La vraie surprise, elle est ici. Un crâne, des côtes et des vertèbres en aluminium, un squelette de serpent de 250 mètres de long, entortillé autour des containers. Quant à la maison de Hansel et Gretel, en pain rassis, sa décrépitude rappelle un peu le triste état du musée. L'opéra et ses divers métiers ouvrent ses portes. C'est comme un éclat de rire. Nous, pour bien le faire, c'est comme un éclat de rire et on va juste faire... Il est vrai que les jeunes Nord-Coréens surentraînés chantent à merveille, mais ils parlent faux. Dès que je viens ici, je sens l'amour et l'affection de notre grand leader Kim Jong-un. Vous vous faites analyser? Oui, mais seulement depuis 15 ans.
Depuis 15 ans? Oui, mais je lui donne encore 1 an et puis je file la lourde. Depuis 15 ans, quand même. Non seulement la France n'a plus gagné depuis Marie-Myriam, mais voilà quelques années qu'elle reste désespérément scotchée aux dernières places. De quoi se poser la question, participer à l'Eurovision, est-ce vraiment bon pour une carrière? Mon grand-père disait une langue, c'est comme une amoureuse. Il faut s'en occuper affectueusement, sinon elle pourrait filer à l'anglaise et frencher une langue étrangère. Pikachu. 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 Parce qu'il fait de l'attaque électrique. 25 années de photos de presse suisse qui racontent l'histoire récente de notre pays. Réfugiés et migrants, du Kosovo ou de la Syrie, certains thèmes reviennent inlassablement. Construire ses propres images de ces femmes, voilées ou pas, une nécessité pour l'artiste franco-algérienne. J'ai cherché à montrer qu'il n'y avait pas de réponse univoque ou binaire concernant le voile contemporain, mais qu'au contraire, il y avait autant de manières de penser ce voile que de le porter. Quand on n'essaie pas trop de suranalyser la démarche, on devient plus un écho de notre contemporanéité, de ce qui se passe autour de nous, sans le savoir, de façon parfois même inconsciente. Puis je trouve que ça fait des films qui respirent mieux. Nous allons parler maintenant, donc c'est le troisième sujet après cet excellent zap culturel. Bravo, ma chère Estelle Martin, de Benjamin Biolay pour Palermo Hollywood. Donc cet album qui a été enregistré en partie et conçu donc en Argentine après un moment un peu difficile dans sa vie. Il est parti à Buenos Aires, ce cher Benjamin, donc pour trouver l'inspiration et donc nous ramener cet album. Il est accueilli avec éloge par la critique et plébiscité évidemment par les femmes. Et comme à chaque nouvelle sortie de Biolay, la question est posée, est-il une sorte d'héritier de Gainsbourg? On en parle juste après cet extrait de Palermo Hollywood. Le voici, ce cher Benjamin. C'est vrai, je le disais tout à l'heure avec la jalousie qui me caractérise, que s'il avait la tête de Michel Blanc, il est peu probable que les films soient à ce point extatiques le concernant. Mais il s'agit d'abord et avant tout de musique, donc plongeons. Estelle Martin sous le soleil de Paris, magnifique, il faut quand même le redire, on a une chance inouïe d'être sur la terrasse de Lima, donc de l'Institut du monde arabe. Est-ce que vous avez aimé ? Oui, mais alors c'est vrai que Biolay. J'aime ce Biolay, j'aimais La Superbe aussi, j'avais beaucoup aimé l'album précédent. Comme beaucoup, je l'ai découvert avec Henri Salvador. C'est quand même lui qui a redonné ses heures de gloire à Salvador avec Syracuse et autres. Non, je trouve que c'est un bon disque qui s'écoute. Il est vraiment, on est dans un univers, on y reste. Et après, comme je connais pas spécialement Benjamin Biolay, mais en France on le connaît, on sait pourquoi il a écrit ce disque. Benjamin Biolay, c'est vraiment l'artiste maudit. Enfin, c'est comme ça qu'il se présente. Mais c'est comme ça. Le
poète maudit. C'est vrai qu'il... Non, mais si, dans tous ses disques, dans toutes ses chansons, il explique qu'il est malheureux, que c'est la nuit, qu'il court après l'amour, qu'il boit de l'alcool jusqu'à en perdre la raison. Enfin, vraiment, il aime... C'est vraiment sa posture. Normal, quoi. Non, c'est sa posture. C'est sa posture. Et là, mais alors là, il y a quelques titres. Moi, je connais des dizaines de moniteurs de ski qui ont les mêmes problèmes. Dans les montagnes seuls. Peut-être qu'ils n'ont pas épousé Chiara Mastroianni ou ils n'ont pas fait un disque avec Vanessa Paradis. Donc là, je parlais évidemment de cette idylle avec Vanessa Paradis. Il y a des titres comme Miss Smith. Moi, j'adore Miss Smith, par exemple. Que je trouve que c'est vraiment un titre très réussi, dansant, mélodique. Pour moi, c'est un bon mélodiste, Benjamin Biolay. Après, dans les textes, à un moment, il y va un peu trop. Il est là, le cœur en cendres, le cœur brisé. Là, on a envie de dire, bon, Benjamin, c'est bon, ça fait 10 ans que tu nous répètes que tu as le cœur brisé. Il faudrait peut-être que tu te dises que c'est un petit peu de ta faute aussi si toutes ces jolies jeunes femmes te quittent à un moment. Mais au moins, ça lui permet de créer ce la chanson et la littérature, c'est pas la même chose. Hein. Non, mais il écrit, en tout cas, lui, c'est une façon pour lui d'écrire. Oui, je comprends pas votre... Non, mais c'est-à-dire qu'il y a des grands poètes qui ont été mis en musique, on parle souvent d'Aragon, etc. Mais c'est vrai que la façon d'écrire des chansons est quand même très liée justement à l'aspect que vous définissiez, qui est la musique. Et à chaque fois, on ne fait pas des chansons avec du Lautréamont, ou on ne conçoit pas des chansons comme on écrit... alcool ou... oui, mais alors lui, il raconte sa vie et il fait beaucoup rimer avec 8-6, notamment dans cet album-là. Non, mais ça m'a plu et je l'ai vu en concert. Benjamin Biolay, il a vraiment du charisme, hein, il a du talent, on ne peut pas lui reprocher ça. Après, le comparer à Gainsbourg me semble un peu excessif. Voilà, je ne pense pas qu'il a la gamme et le talent de génie même de Gainsbourg. Oui, puis le contexte est différent aussi. Le contexte est complètement... c'est complètement autre chose. C'est l'image un peu d'Épinal, l'homme à femme, un peu de cigarette, un peu d'alcool, la nuit. C'est un truc de journaliste, on aime bien comparer. Voilà. Mais il n'y a pas d'alter ego, en tout cas, pas de connu pour le moment. Moi, j'aime bien cette pop-là. Moi, je trouve que Benjamin Biolay réussit à unir des environnements qui sont extrêmement disparates. Et il réussit donc, album après album, à quand même faire un travail qui est quand même qui est très intéressant parce que, vous l'avez souligné, c'est vrai, c'est un très grand mélodiste. C'est aussi un grand orchestrateur. Et quand on regarde son parcours, je suis retourné voir ses premiers disques, Rose Kennedy, on est dans des environnements qui sont complètement différents. Et à chaque fois, il réussit à s'approprier des styles, musique électronique, des musiques, dans ce cas-là, sud-américaines, La Superbe, qui est un album qui est extrêmement orchestré. Et à chaque fois, on se dit, il réussit à bien faire sonner la chanson française et il se renouvelle quand même. C'est pas quelqu'un qui va faire 2 fois la même chose. Oui, évidemment, il y a peut-être des thèmes un peu éculés, hein, on va le dire. Mais cela dit, d'un point de vue musical, ça sonne vraiment très bien. Il faut quand même souligner aussi que c'est un tubiste qui a réussi. Ça n'arrive pas souvent. Alors, c'est un tromboniste. Mais il a joué du tuba également. Tuba d'abord et le trombone ensuite. Et donc, c'est à mettre à son crédit. C'est vrai que les orchestrations sont toujours réussies et quand même, ce sont les orchestrations qui sont assez sophistiquées. Dans ce domaine-là, il rejoint un peu la génération des grands orchestrateurs comme Michel Colombier ou Jean-Claude Vanier, qui sont des gens dans la musique francophone qui ont essayé de complexifier les 3 accords. Il y a plusieurs cordes à son arc. Voilà. Mais je crois que c'est ça. Et en plus, j'ajouterais une chose, c'est qu'au départ, tout à l'heure je l'ironisais par jalousie sur sa belle gueule, mais au départ, il partait quand même avec un handicap, c'est qu'il n'a pas une voix, il a une voix assez sourde, pas très présente, et c'est très compliqué d'installer une voix sur une orchestration qui est quand même assez majestueuse quand c'est pas la voix d'Ella Fitzgerald. Non, mais la patte véritable, je pense, de Biolay, c'est un formidable arrongeur. Et pourquoi c'est un formidable arrangeur? Parce que c'est un vrai musicien. À la base, il était formé dans les harmonies. Vraiment, il a fait le conservatoire. Il a commencé par le tuba, puis après, il s'est rendu le tuba, on en parlait, puis finalement, il est passé au trombone. Ça séduit moins les filles. Oui, puis il avait il y a un peu un répertoire un tout petit peu plus quand même élaboré en termes de trombone, même si c'est pas non plus un instrument solo avec des plus particuliers ni en classique, un petit peu en jazz, mais enfin voilà quand même. Donc c'est un vrai musicien, et quand on l'écoute en interview à ce sujet-là, moi je vous conseille d'écouter l'interview qu'il a donnée, c'est sur France Musique, à notre collègue Jean-Baptiste Urbain, dans une matinale pendant 1 heure. On parle
pas de Vanessa Paradis, de sa coupe de cheveux, de ses idylles ou autres. C'est une vraie interview musique pendant 1 heure. C'est formidable. Franchement, c'est vraiment bien. On parle de ses influences, on parle de ce qu'il a aimé. Et voilà, qu'est-ce qu'il cite? Il cite Debussy, il cite Fauré. Il adore Jacqueline Dupré quand elle est avec Barenboim. Il adore les films de Nanni Moretti. Il parle de Denis Hathaway. Alors moi, je me dis, un type qui a ces goûts-là, je me dis, il peut pas être forcément mauvais en tant que personne, ni en tant qu'artiste. Et tout ça, finalement, ça donne effectivement une cohérence à la musique qu'il fait. Il y a ce côté un peu mélancolique, un peu nostalgique, un peu voilà, d'un autre bord, un peu perdu quelque part. Mais en même temps, il est quand même capable, comme vous le disiez Mathieu, c'est-à-dire voilà, quand il prend la musique sud-américaine, il y a quand même cette véritable personnalité-là, identité-là qui reste. Il y a une patte. Et il a su on voit bien, enfin pardonnez-moi, mais on voit bien ce qu'il a mixé, puisque vous venez de le dire, c'est très juste. C'est-à-dire cette musique française du début du XXe siècle, type Ravel, qui est à la limite de la musique de film, presque. C'est ça, mais c'est exactement une ça. horreur, hein, ce que je suis en train de dire. Non, mais c'est exactement et ça. en même temps, le côté Denis Hathaway, Marvin Gaye, c'est-à-dire What's Going On, c'est-à-dire des choses où il y a à la fois des cordes, un orchestre funky derrière. Tout ça s'est mélangé avec cette voix sourde. C'est vrai que c'est assez réussi. Et il adore ça. Et ce disque-là, notamment, moi, ce que je trouve intéressant par rapport à ce disque-là, c'est que souvent, moi, la musique qui me plaît, que ce soit la musique classique ou le jazz, c'est une musique qui est vraiment dans l'ordre de la vibration et qui s'adresse à l'oreille avant tout, voire qui est épidermique. Et lui, c'est pas ça finalement, mais ça m'intéresse aussi, c'est presque un film. C'est ce que vous disiez, Guillaume. Il y a un côté vraiment film, il y a des morceaux, mais j'avais l'impression d'écouter Ennio Morricone, j'avais l'impression d'écouter Il était une fois la Révolution. Je crois que c'est Borges Football Club, je me suis dit, mais là, Il était une fois la Révolution avec Morricone. Et il y a ce côté où on a un film permanent dans lequel on baigne quand on écoute un album comme celui-ci. C'est souvent le cas dans ses musiques. Et voilà, il réussit ses orchestrations, ses arrangements, le choix des instruments aussi. Il a une ouverture, il a une connaissance des instruments qui lui permet de le faire, avec cette voix si particulière, qui pourrait être un handicap, mais qui en fait un avantage pour lui parce qu'il sait l'utiliser. Non, c'est plaisant. Vous voulez ajouter quelque chose, Mais en fait, j'allais dire que c'est pas cliché. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'on pourrait penser... Il y a certains disques, on se sent, par exemple, des chanteurs qui s'en vont dans des ambiances sud-américaines. Il va y avoir une espèce de côté plaqué où, ben là, on va essayer de retrouver l'ambiance. On met l'ambiance, mais comme si on s'en allait dans un tout inclus, puis il y a des faux palmiers, des trucs comme ça. Là, on est vraiment dans une appropriation et il sait prendre ces sonorités-là et les faire siennes. Et de la bonne pop. Et là, je le redis, c'est de la pop, mais c'est de la très bonne pop. Et il donne ses lettres de noblesse. Si on doit faire une comparaison avec Gainsbourg, c'est vrai que Gainsbourg a beaucoup pioché dans le répertoire du 19e siècle. Je parle sur le plan mélodique et sur le plan de l'orchestration, alors que, justement, dans le cas de Benjamin Biolay, c'est plutôt le début du 20e siècle. Et celui donc, qui est voilà, les deux grands musiciens qui sont Debussy et Ravel, qui ont absolument révolutionné, l'orchestration, puisque vous savez que Ravel, par exemple, était l'idole de Gershwin, d'une certaine manière aussi l'idole de Charlie Chaplin, qui réalisait ses musiques, etc., etc. Vous vouliez dire pour terminer? Non, juste un petit mot sur ces textes. Il y a un petit côté Gainsbourg aussi dans le sens où il aime bien mélanger les genres. C'est-à-dire soit ça peut être vraiment du langage soutenu, mais avec du langage familier. À un moment, il dit « je veux être Tachita », où il a un clin d'œil avec Gainsbourg, où il lui dit « Requiem pour un crétin fini ». Et là, on se dit évidemment qu'il a pensé à Gainsbourg. Et je trouve que ça aussi, au niveau des textes, c'est assez réussi parce qu'il mélange des styles qui, a priori, n'ont rien à voir. Et c'est, enfin, en ce moment, dans la grande chanson, enfin, dans la chanson française, parfois, on n'arrive pas à trouver ce subtil équilibre. Voilà. Sophie a adoré le nouvel album de Benjamin Biolay, le fait savoir à l'intéressé via sa page Facebook. Première écoute de votre nouvel album. On sent qu'elle a quand même envie de le tutoyer, même si elle dit « vous ». Très agréablement surprise, les mélodies et les musiques sont juste magnifiques, donc de la distance chez Sophie. Mais ça nous emporte carrément ailleurs, un réel bonheur à écouter. Vous nous suivez, donc le compte Twitter, #300 millions de critiques, le site internet, vous connaissez. Avant de nous quitter, les coups de cœur, Mathieu. On a parlé de Jack Kerouac. Je voudrais souligner le travail de mes confrères de Radio-Canada qui ont fait une très belle série sur les traces de Jack Kerouac. C'est sur le site d'ici Radio-Canada Première. C'est à la radio. C'est une série documentaire radiophonique fascinante. Et il y a un livre aussi électronique qui a été réalisé. Donc, le livre, il est disponible sur les boutiques en ligne. Et c'est vraiment fascinant. Il y a des entrevues. Il y a on découvre la région d'où proviennent ses parents, le Bas-Saint-Laurent, donc le long du fleuve Saint-Laurent. Vraiment une nouvelle manière de découvrir Kerouac. Et là, ça va faire plaisir à Emmanuel. Il n'y a pas de joual là-dedans. Les gens qui parlent, c'est sujet, verbe, complément. Bref, c'est pour tous les francophones bien peignés de ce monde. Michel. Mon coup de cœur, Marc Pernoud, le pianiste de jazz genevois qui livre un dernier album en solo.
qui s'intitule Amra, c'est chez Unit Records, un disque un petit peu, comment dirais-je, qui relève du hasard, parce qu'en réalité, il avait réservé le studio avec son trio habituel, avec ses 2 autres musiciens. L'un des 2, le batteur, avait un mal de dos épouvantable, il n'a pas pu venir jouer. Finalement, il a gardé la date, il s'est mis au piano, il a joué tout seul, il a livré un formidable album, Marc Pernoud, qui est un petit peu inhabituel, parce que souvent, quand il est en trio, c'est une musique, on va dire, un tout petit peu plus... pas binaire, ça reste du jazz, mais oui, le rythme est quand même assez marqué, voire un peu plus viril. Et là, c'est véritablement une discussion entre lui-même et son piano. Certains observateurs, j'en fais partie, estiment même qu'il y a une part vraiment très féminine de lui qui est présente dans cet album. C'est un très bel album que je vous recommande chaudement. On donne le titre. Marc Pernoud, solo, simplement, et c'est chez Unit Records. Ma chère voisine. Alors de la musique, de l'électro, parce que j'aime l'électro. Alors c'est le 2e volet de Electronica de Jean-Michel Jarre. Il a convoqué plusieurs personnalités, hein, vous le savez, pour ce grand projet. Là, il y a les Pet Shop Boys, il y a Cyndi Lauper, il y a Christophe. Mais ce qui m'a surprise, moi, c'est qu'il y a Edward Snowden, le lanceur d'alerte, dans un titre qui s'appelle Exit. On entend sa voix et Jean-Michel Jarre l'assume. Il dit qu'il faut défendre les lanceurs d'alerte. Et je partage cet avis. Aujourd'hui, les lanceurs d'alerte nous permettent de savoir beaucoup de choses sur ce qui se passe. Et c'est pas mal. Et donc, je trouvais que c'était Ça dérange les grands. Voilà. Et ça dérange, exactement. Donc voilà, je trouvais que c'était pas mal. Jean-Michel Jarre, donc voilà, le 2e volet d'Electronica. Merci, on terminera par mon modeste coup de cœur. Il s'agit de l'arrivée bientôt en France de la Fondation Pinault. Vous savez qu'elle était à Venise. Après donc un certain nombre d'atermoiements, donc il y a une quinzaine d'années, du côté de Boulogne, on n'a pas voulu donner les terrains, donc il est allé au Palais Grassi, puis à la Douane de Mer. Et alors, au Palais Grassi actuellement, avant que cette fondation arrive à la Bourse du Commerce, il y a une exposition absolument extraordinaire d'un des peintres les plus importants donc de l'après-guerre, qui est l'Allemand Sigmar Polke. C'est absolument phénoménal. Si vous avez la chance d'aller à Venise pour voir à la fois les tableaux de Bellini, le Palais des Doges, les grands Tintoret extraordinaires, allez voir l'exposition qui est une rétrospective de Sigmar Polke qui malheureusement nous a quittés. C'est absolument somptueux au Palais Grassi. Donc on verra tout ça évidemment quand la Fondation Pinault se sera installée en France, car visiblement il existe chez l'homme d'affaires breton un désir de France pour montrer sa collection. Salut et à bientôt. Smith, je t'aime et je crains de t'aimer encore longtemps. Chiche, que tu ne me laisseras pas tomber, qu'on fera du hors-piste, nus comme des vers sur les sentiers de l'apocalypse, qu'on va mourir sans s'oublier.